Bonjour à tous, bienvenue dans le QG, le rendez-vous politique de Télé Grenoble avec chaque semaine un élu du territoire dont les décisions peuvent impacter directement notre vie quotidienne. Aujourd'hui, je reçois Éric Piolle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire écologiste de Grenoble depuis 2014 et jusqu'en 2026, comme on est en 2025 aujourd'hui. Dans un an, vous ne serez plus le maire de la capitale des Alpes. Est-ce que vous avez hâte que ça se termine ou vous faites durer le plaisir ? Non, je fais durer le plaisir plutôt, parce que c'est vrai que c'est une chance extraordinaire de pouvoir servir nos concitoyens, de pouvoir servir un territoire, de pouvoir mettre en œuvre ses idées, de les confronter. Je suis le maire de tous les Grenobloises et tous les Grenoblois, mais on cherche à donner un cap, et donc c'est une richesse incroyable. Le mandat de maire, c'est réjouissant. On passe, il y a évidemment des difficultés, c'est évidemment une charge, des responsabilités, tout le monde le voit bien. Mais c'est aussi des rencontres humaines extraordinaires. Et puis c'est concret. Donc c'est des projets concrets. Donc c'est une articulation entre une vision et des projets concrets. Vous aurez été maire de Grenoble pendant 12 ans. Est-ce que vous allez faire partie de l'équipe municipale qui prendra votre suite si elle est reconduite ? Non, ça n'a pas trop de sens. Je me suis engagé en 2014 en disant que mon but était de faire changer la culture des écologistes. Ils avaient une force, c'est le sens du travail, le sens de l'intérêt général, mais ils étaient plutôt dans des postures de lanceurs d'alerte ou de contre-pouvoir. Et moi j'ai dit, en fait, nous pouvons proposer un projet de société qui convient, qui réponde aux aspirations de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Et donc ce que je veux faire, c'est gagner, regagner et faire gagner. Donc voilà, nous avons réussi à gagner en 2014 avec cette alliance citoyenne de gauche écologiste. Nous avons regagné en 2020 en gagnant des voix. Je le rappelle, c'est unique parmi les 25 premières villes de France, 30% de voix en plus en 2020. Et je serai un contributeur pour faire gagner et passer le relais. Si vous n'êtes pas impliqué, on va dire, en tant que candidat dans la campagne de 2026, vous ne cachez pas que vous avez un autre objectif, une autre ambition. En 2027, vous pensez toujours avoir un rôle à jouer dans la prochaine présidentielle ? Je pense que je serai un contributeur, en tout cas j'essaye d'être un contributeur d'une élection qui, de mon point de vue, sera très différente de celle de 2022. En 2022, j'avais été candidat à l'élection présidentielle. J'ai échoué à la première étape de la primaire des écologistes, à peu de choses près, battu par Sandrine Rousseau, on se rappelle des circonstances. Mais je pensais qu'il y avait une voie qui était plutôt sur un leader ou une leader qui allait tracer son chemin et réussir à fédérer derrière. Et je pensais être la bonne personne pour fédérer de l'AFI au Parti socialiste. Ça ne s'est pas passé ainsi. Je pense que 2027 se passera sur une autre façon. Je pense que ce sera un collectif, et de ce collectif émergera une candidature. Je pense que ce sera j'espère que ce sera une candidature femme, mais ça sera plus collectif, plus large, et je veux amener ma pierre dans la construction de ce collectif. Alors aujourd'hui, c'est une femme qui est à la tête du parti Les Écologistes, Marine Tondelier, que vous connaissez bien puisqu'elle a été votre directrice de campagne sur la précédente élection présidentielle que vous évoquez. J'ai vu cette semaine qu'elle vous avait exclu des boucles de discussion internes sur WhatsApp. Elle vous a expliqué cette éviction surprenante ? Oui, on n'a pas l'éviction. Là, ça peut être un peu radical comme façon de faire. Et effectivement, le but est plutôt d'étouffer le débat. Mais nous avions échangé avant, nous avons une divergence. Je la soutiens comme secrétaire nationale. Effectivement, vous l'avez dit, c'était ma directrice de campagne. Je l'ai ensuite soutenue quand elle a souhaité se porter candidate pour être chef des Verts, des écologistes. Et je la soutiens toujours. Je pense que elle vraiment amène une dynamique, une sincérité, un état d'esprit qui est plutôt favorable pour l'écologie politique. Nous avons une divergence parce que je pense que nous devons construire des équipes, cultiver aussi notre expérience et que donc nos porte-paroles, je pense que personne ne peut citer un nom de nos porte-paroles des 20 dernières années, nos porte-paroles peuvent être des gens qui sont connus et qui ont de l'expérience et que ça changerait un peu la nature du discours écologiste. Donc nous portons cette divergence et je vais essayer de porter ma candidature. Ouais, ça va être décidé fin avril à l'occasion du congrès des écologistes. C'est les militants qui votent pour élire les porte-paroles du parti, ceux qui vont médiatiquement représenter les idées écologistes. C'est ça. Il y a 6 postes qui sont élus au suffrage universel direct, donc individuellement. Le secrétaire national, les 2 porte-paroles et 3 autres postes. Et puis il y a après une liste de bureau politique qui est lui à la proportionnelle avec 12 personnes dans lesquelles il y aura également sans doute des Grenoblois.
Il faut mesurer que dans notre parti, Grenoble, qui a été la première préfecture gagnée par les écologistes, continue d'être assez singulier et d'amener sa pierre. Le président de groupe au Sénat, Guillaume Gontard, nous avions été le chercher. J'avais été le chercher en 2017 pour qu'il devienne sénateur. Il est président de groupe. Cyrielle Châtelain, qui a travaillé ici à Grenoble comme collaboratrice politique avant de partir travailler pour la métropole de Lyon, est députée maintenant de la circonscription. Elle est présidente de groupe à l'Assemblée. Et il y a un certain nombre de personnes avec qui je travaillais. Cyrielle était responsable de mon projet avec une autre personne en 2022. Cette personne, Manu Baudinier, est devenue directrice du projet, directeur du projet pour le parti. Donc on voit qu'on arrive à développer une équipe et à aller chercher des gens qui, derrière, ont une voix singulière et un poids singulier. C'est plutôt réjouissant pour le responsable politique que je suis. Justement, avec ce rôle important de Grenoble au niveau du Parti écologiste, on pourrait imaginer que ce serait plus facile pour vous de vous imposer au sein de ce parti, ce qui n'est pas le cas visiblement. Bon, j'ai un poids certain dans ce parti. Certains essayent de vous le faire un peu baisser, j'ai envie de dire. Il y a une logique, en fait. La question, c'est est-ce qu'on continue de faire ce que nous avons fait ici, à savoir développer des personnes qui peuvent porter un message qui correspond, je crois, à ce que la société a besoin pour les années à venir, c'est-à-dire cultiver une écologie politique qui n'est pas juste de dire on veut sauver la planète de dans 30 ans, une écologie politique qui est de dire en fait c'est bon pour tout de suite, nous regagnons en liberté, sortir du consumérisme, faire ce petit pas de côté, amener un bouclier social et climatique pour garantir des sécurités du quotidien pour tout le monde, faire société autour des biens communs et du vivant, nourrir notre désir de sens, tout ça c'est bon pour tout de suite, c'est des solutions qui sont bonnes pour tout de suite et bonnes pour le long terme. Et donc cette expérience-là, qui a un poids significatif, il me semble qu'elle gagnerait à trouver un espace, effectivement, plutôt que de faire ce qu'ont fait les écologistes jusqu'à présent, c'est-à-dire que les ex, voilà, ils continuent d'aller vivre leur vie ailleurs, ils quittent le parti et ils vont vivre leur vie ailleurs. Nous avons tous une longue liste de noms de ceux qui sont des ex et qui ne sont plus là. Moi, je serai bientôt un ex-élu, c'est significatif, 12 ans dans une vie, avec un engagement majeur en termes de temps, en termes de contraintes, évidemment, d'arrêt de la vie professionnelle, de contraintes familiales, mais je pense que je peux encore amener à l'écologie politique. Bon. À un an justement de ce changement de vie, j'imagine que vous savez qui va prendre le rôle de leader dans votre camp ici à Grenoble ? Nous n'avons pas encore choisi qui. Ce qui est important à ce stade, c'est le collectif. Ce que nous savons et ce qui est public, c'est qu'il y a 4 candidatures, dont 3 écologistes femmes, 2 qui sont adjointes aujourd'hui, une qui vient de l'extérieur et qui est aujourd'hui chef d'entreprise d'une coopérative bien connue du territoire. Donc nous avons des femmes de qualité et ça aussi, je crois que ça sera une fierté de voir que la suite sera portée par une femme écologiste. C'est plutôt réjouissant pour moi. La transmission, c'est important, ça fait partie de mes valeurs fondamentales. Nous recevons beaucoup de choses de nos aînés, surtout à Grenoble, ville compagnon de la libération. Nous pouvons nous inspirer de ce qu'ont fait les générations précédentes et nous transmettons. Donc nous sommes dans cette phase et je suis pleinement impliqué pour faire réussir ce collectif. On les voit, ces 3 femmes. Il y a eu Margot Belair qui est adjointe à l'urbanisme depuis 5 ans. Derrière, c'était Lucille Lheureux qui est adjointe à la culture, elle qui fait partie de votre équipe depuis le début, depuis 2014. Et puis donc la 3e figure qui est moins connue, qui est apparue ces derniers mois, Laurence Ruffin, chef d'entreprise, qui n'est pour l'instant pas impliquée en politique. Elle travaille dans l'édition de logiciels, dans une entreprise qui est basée à Saint-Martin-d'Air. C'est forcément une de ces 3 femmes qui prendra la tête de liste, si j'ai bien compris l'intronisation du parti. Quand est-ce que ça va se décider ? Nous ne sommes pas pressés parce que ce qui est important, c'est le collectif. Pardon ? Je dis, il y a une échéance dans un an. Là, il faudra avoir choisi. Oui, vous savez, j'ai été choisi tête de liste, moi, en décembre 2013. 3 mois avant l'élection. 3 mois avant l'élection, nous ne sommes pas pressés. Ce qui est important, c'est que nous ayons cet enthousiasme de transformation. C'est ce que nous portons depuis 11 ans maintenant. Et donc, pour ça, il faut se dire, on va construire une nouvelle maison commune. C'est pas, les gens, ils vont pas venir là dans une maison qui est déjà faite. C'est déjà en 2020, nous avons ouvert portes et fenêtres. On s'est dit, en fait, on va changer de maison, on construit une nouvelle maison commune. Venez la construire avec nous. Et nous sommes dans cette étape où nous disons, ceux qui ont envie de se fonder sur la justice sociale,
sur le respect du vivant, sur un réemboîtement de l'économie dans comment ça amène des sécurités du quotidien de subsistance, mais comment on sort des prédations aussi. Tout cela peuvent se retrouver dans ce projet qui sera écologiste, de gauche, citoyen. Vous parliez de 4 candidatures, il y en a 3 là qu'on a évoquées. Oui, il y a également une candidature communiste, Nicolas Béron-Pérez, qui est aujourd'hui en charge du logement, quelqu'un que j'apprécie énormément, très créatif, qui a amené des transformations fortes. Si à Grenoble, aujourd'hui, pour tous les projets d'urbanisme qui se construisent dans des secteurs où il y a peu de logements sociaux, nous imposons maintenant 45% de logements sociaux. C'est notamment grâce à lui. Donc il a fait beaucoup, l'encadrement des loyers, il a fait beaucoup quand il était également vice-président à la métropole. Non, il y a votre première adjointe qui est une élue communiste. Tout à fait. Ça ne l'intéressait pas, elle, de rentrer dans la course à ces municipales? Non, on peut dire qu'il n'y a pas eu de bataille. Et ça aussi, c'est plutôt réjouissant, puisque une transmission, quand on change de tête de liste, ça n'est pas rien. Ouais. En 2014, avant, j'avais beaucoup regardé tout ce qui s'était passé dans les villes, les préfectures de plus de 100 000 habitants dans les 30 dernières années, pour savoir d'abord si nous avions une chance de gagner, si on pouvait révéler aux Grenobloises et Grenoblois qu'en fait, ils aspiraient à cette écologie politique comme projet de société, s'ils voulaient sortir de ce mantra attractivité, compétitivité, toujours cette fuite en avant permanente, se dire qu'est-ce qui est important pour nous. Donc nous avions travaillé à cela. J'avais regardé notamment ce qu'avait fait Bertrand Delanoë à Paris, 2 mandats, une transmission. Et voilà, c'est pour un responsable politique, d'ailleurs pour aussi des chefs d'entreprise parfois, mais pour un responsable politique, passer le relais, c'est important. Ça veut dire aussi qu'il faut courir vite jusqu'à la fin et ne pas se tromper de couloir. Pas rater le passage. Nous sommes dans cette phase, le passage de relais, c'est jamais simple, mais c'est plutôt enthousiasmant. Alors c'est peut-être Laurence Ruffin qui prendra le relais. C'est vous qui êtes allé la chercher, cette femme d'entreprise de la région grenobloise? Non, elle s'est exprimée sur le sujet. Elle est très engagée dans l'économie sociale et solidaire, avec des responsabilités nationales aussi là-dedans. Une surface à la fois politique, mais politique d'un champ économique, et ce rôle de responsable d'organisation, de chef d'exécutif, c'est important. Et je crois qu'elle cherche maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'elle est PDG de sa société. Enfin, c'est une société coopérative, c'est pas sa société. Différence notable, ça veut dire que c'est la propriété des salariés. Hein, ça n'est pas rien. Et elle souhaite donner un ancrage toujours local, toujours de contribution politique. Donc elle s'est manifestée il y a une grosse année maintenant. C'est la sœur de François Ruffin. Oui, je l'ignorais pendant longtemps parce que je l'ai rencontrée, moi, quand elle avait été nommée chef d'entreprise de l'année au début de mon premier mandat. Magazine Présence. Tout à fait. Mais même là, vous n'aviez pas fait le rapprochement? J'ai fait le pont plusieurs années. Non, puisqu'on ne fait pas forcément entre une chef d'entreprise et François Ruffin, que je connais très bien et dont je suis très proche. Mais je n'avais vraiment pas fait le lien. Donc, vous voyez, parfois, il y a des anecdotes amusantes de la vie. Voilà. Ça montre que les gens ne sont pas prisonniers de leur famille, ni prisonniers de leur environnement. Chacun conduit sa vie. Elle a été à l'école avec Emmanuel Macron en plus. Tout à fait, oui, c'est assez original. C'est comme ça, pas beaucoup de monde peut dire que tiens, j'ai fait mon collège et mon lycée avec Emmanuel Macron. Bon, c'est comme ça, là aussi, c'est les aléas de la vie. Hein. On a compris que le choix sera collectif, mais j'imagine que vous avez déjà dans votre tête choisi parmi ces 3 profils celui qui serait le plus adapté à gérer une ville. Je soutiendrai la démarche du collectif. Oui, mais chacun va voter, chacun va donner son avis. Je ne suis pas sûr qu'on aille sur un vote. Normalement, ça peut se faire au consensus. Ça peut se faire en 2014. C'était un comité des sages qui m'avait choisi, vous voyez, qui avait auditionné les 4 personnes qui étaient candidates pour être tête de liste. Donc voilà, on n'est pas forcément... la primaire n'est pas forcément ce qui est adapté pour une élection municipale. Donc elle continue, elle travaille ensemble aujourd'hui. Les 4 d'ailleurs travaillent ensemble. Et moi, je m'attache plutôt à ce que le cadre collectif soit le bon pour que tout le monde puisse venir contribuer. C'est à la fois un 3e mandat d'une équipe écologiste citoyenne de gauche et ça sera aussi un premier mandat. Donc il faut garder cette fraîcheur du premier mandat parce que c'est ça qui peut donner envie d'aller plus loin. Nous avons fait beaucoup de choses, mais il reste tant à faire. Qu'il faut s'enthousiasmer de toutes ces transformations à venir. La fraîcheur, ça veut dire faire rentrer quelqu'un qui est peut-être pas... ça sera de toute façon différent aussi de mon style, différent de ma façon d'exercer le pouvoir, différent de mon parcours. Donc de toute façon, ça sera nouveau.
Voilà. Elle est membre du parti Les Écologistes, Laurence Lefranc? Non, elle est soutien. Je trouve que ça veut dire c'est le halo de la galaxie écologiste. Avant, c'était la coopérative. Maintenant, c'est des soutiens dans les nouveaux statuts. Mais ça reste cette galaxie écologiste. Bon. Il y a une alliance depuis 2014 entre les écologistes et la France insoumise pour diriger la ville de Grenoble. Il y a eu l'élection ratée en janvier sur la première circonscription de Grenoble de Liès Loufoque, qui était le candidat de la gauche, soutenu par la France insoumise. Est-ce que cette élection, elle va laisser des traces dans la perspective de cette municipale? Elle a suscité quand même pas mal de tensions au sein de la gauche grenobloise, même au sein même de la France insoumise. Oui, bon, je laisse les tensions de la France insoumise à l'intérieur de la France insoumise. Donc, depuis 2014, effectivement, nous avions construit avec Elisa Martin, avec Alain Dontaine, avec beaucoup de membres du parti de gauche à l'époque, une structuration qui était aussi assez historique avec l'ADES, cette association ancrée dans l'histoire de Grenoble, à la fois revendiquant clairement l'écologie et assumant son ancrage à gauche. Nous avons fait cette alliance parce que nous pensons que l'écologie politique amène une gauche non productiviste. Il y a eu une gauche productiviste qui avait pour mantra la croissance du PIB, la compétitivité, l'attractivité, l'excellence et tous ces mantras. Bon. Nous avons montré que nous pouvions faire autrement, sans que l'économie s'effondre. Le taux de chômage a baissé dans la métropole grenobloise. Nous étions dans le top 3 et nous sommes toujours parmi les métropoles qui fonctionnent le mieux. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne bien, de mon point de vue, mais c'est parmi celles qui fonctionnent le mieux. Donc nous avons montré que nous pouvions tourner, bifurquer, donc en faisant des choses qui avaient plus de sens pour la vie quotidienne, pour la façon de se loger, pour les bâtiments publics. On a baissé de 40% les consommations d'énergie, de 60% des émissions de gaz à effet de serre. Sur la pollution, on a baissé de 30 à 50% les émissions de polluants dans l'air. C'est une des contributions majeures. Le changement de mode de déplacement et le regard dans l'espace public, végétalisation, élargissement des trottoirs, piétonisation, transport en commun, la façon de s'alimenter. Nous franchissons une nouvelle étape avec la sécurité sociale de l'alimentation. Donc nous occupons de projets qui ont du sens pour la vie quotidienne et qui touchent effectivement le quotidien de tout le monde, parce que se loger, se déplacer, s'alimenter, prendre soin de sa santé, ce sont des éléments majeurs, avec toujours ce goût de l'éducation populaire, de se dire que les humains, on ne sait pas trop pourquoi on est sur Terre. Voilà, on peut toujours se poser des questions, on écoute, qu'est-ce qui se passe, surtout nous ici avec à Grenoble, ce goût pour la science. Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang, qu'est-ce qu'il y a autour de l'espace, c'est quoi l'évolution des glaciers. Donc nous avons ce goût de la connaissance, mais nous pouvons là la traduire en une humanité fraternelle. Et pour nous, liberté, égalité, fraternité, ça n'est pas juste écrit sur le mur de la mairie, mais c'est concret. Et je pense que nous pouvons gagner de la liberté en nous affranchissant un peu de ce consumérisme qui nous dévore. Je ne suis pas sûr que l'élection que j'évoquais était très fraternelle au sein de la... Ça, c'est leur vie. C'était une élection partielle, c'est compliqué. Les conditions, déjà, pourquoi il y avait l'élection, c'est compliqué. Il faut rappeler que c'était une circonscription qui a toujours été à droite dans la Ve République, qui est passée au Parti socialiste par l'acharnement d'Alain Carignan à faire son retour en 2007. Il avait battu son candidat sortant du RPR. Il y avait... À l'époque, c'était vraiment le retour. Il est toujours en retour. Il y a toujours les mêmes autour. Monsieur Gerby était déjà suppléant de Madame Béranger en 2007, était candidat à la primaire des municipales de 2008 pour le RPR. Tout ce bocal, en fait, n'a guère changé. Je ne crois pas que ce soit la voie de l'avenir pour Grenoble. Alors, ce qui a changé depuis 2014, c'est le rapport de force électorale entre les écologistes et la France insoumise. Ça peut avoir son importance. En 2019, aux européennes, vous faisiez 22% à Grenoble. La France insoumise faisait 8%. Et puis, au scrutin de 2024, c'est l'inverse. 22% pour LFI et 13% pour Europe Écologie les Verts. On a à peu près la même tendance aussi sur les présidentielles, où Jean-Luc Mélenchon devançait largement le candidat écologiste sur Grenoble. J'imagine que la France insoumise va vouloir... ça part du gâteau, si j'ai envie d'être un peu trivial, en cas de victoire. C'est quoi le deal si c'est une candidate écologiste qui porte la liste? C'est la métropole, en cas de victoire, qui pourrait être fléchée? On n'est pas dans ces accords pizza politiciens, on n'est pas. Mais on n'était pas déjà en 2014. Oui, en 2014, on sortait de séquences qui, pour les écologistes, étaient plutôt favorables, les régionales, les européennes de 2009, les régionales de 2010.
Et on ne s'est pas basé sur ces résultats. On a dit, en fait, on va faire 4 quarts. Un quart pour les écologistes, un quart pour le parti de gauche, un quart pour l'ADES et un quart pour les citoyens. Et puis ça a bien fonctionné, donc on a réussi à s'affranchir des contingences électorales. Je ne crois pas que nous construisions un avenir en regardant dans le rétroviseur. Donc ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, quel projet nous construisons et avec qui, la famille, qui c'est qui vient partager, tout en gardant en tête qu'après les élections, voilà, on est aux responsabilités pour l'ensemble des habitants et des habitantes de Grenoble, mais aussi du territoire. Nous sommes préfecture, nous sommes ville-centre d'un bassin de vie de 700 000 habitants, et quand nous agissons avec cette pensée que c'est au-delà, et c'est tout le bassin de vie, évidemment, qui est influencé par nos décisions. Vous avez constaté ces dernières années que pour agir efficacement quand on est maire de Grenoble, il faut plutôt être en phase avec la métropole qui a beaucoup de pouvoir, de plus en plus. Même, j'imagine que c'est un objectif de faire gagner Grenoble, mais aussi que votre courant de pensée puisse gagner la métropole. Oui, il faudra voir avec qui, dans quel format. C'est des élections municipales. On a un problème de démocratie. On s'est exprimé. À l'époque, le président Ferrari, d'ailleurs, était aligné avec ce que je proposais, à savoir une élection au suffrage universel direct pour la métropole. Je continue de penser que c'est nécessaire. Je continue de penser que les habitants du territoire, nos 450 000 habitants, ils ont le droit de choisir quelle politique pour le logement, pour les déchets, pour la mobilité. Donc nous avons un déficit démocratique et parfois on se retrouve comme aujourd'hui avec une configuration, une gouvernance métropolitaine qui ne correspond pas à ce qui est sorti des urnes. Et de fait, nous avons vu dans ce mandat que ça freine des projets et qu'en plus pour Grenoble, ça nuit à la ville-centre puisque nous avons un déficit d'investissement, 15 millions d'euros sur les 4 premières années. C'est les chiffres des services de la métropole, même si M. Laval cherche à raconter une autre histoire. 15 millions d'euros, c'est entre 15 et 30 rues réhabilitées. C'est des projets qui s'arrêtent, comme la rue des Dauphins, tout près d'ici, comme la rue Élysée-Châtain, enfin bon, des Champs-Élysées. C'est dommage, voilà, même s'il y a des choses qui se font, quand même, ce n'est pas rien, mais on va moins vite que dans le mandat 2014-2020. C'est un regret de ne pas avoir réussi à enterrer la hache de guerre depuis 2020 entre vous et Christophe Ferrari. Oui, c'est un regret. C'est un regret. À la fois, il y a une double majorité. On l'a vu là avec Sylvain Laval, qui a le poste. C'était lui qui a fait l'élection de Ferrari en allant faire cette alliance En Marche, en mettant sous le couvercle un peu la diversité des petites communes. Et puis on le voit s'afficher, il sortait des cabinets ministériels de la Macronie en 2020, et puis il s'est affiché là aux législatives avec la droite et les macronistes. Donc la métropole, elle n'est pas vraiment de gauche, voilà, donc elle vit avec cette double majorité, un exécutif qui avance qu'à un KA, et une majorité qui a élu le président, qui elle était plutôt de droite macroniste et appuyée derrière sur des logiques qui ne sont pas très réjouissantes. C'est ainsi, c'est un regret effectivement, mais malheureusement, c'est le format politique qui a permis à Christophe Ferrari de faire cela. Et c'est cette absence de démocratie qui fait que les habitantes et les habitants n'ont pas forcément ce pourquoi ils ont voté. C'est ainsi. Je ne vais pas lister ici tous les sujets sur lesquels vous avez été en conflit depuis 5 ans. Le plus symptomatique, c'est peut-être celui du câble entre Saint-Martin-le-Vinou, Grenoble et Fontaine, un projet que vous souteniez quand il a été initié par le SMAC, présidé à l'époque par l'écologiste Yann Mongaboru, et un projet que vous avez ensuite cherché à contrer quand Sylvain Laval, justement, a pris la présidence de cette structure. Le câble a clairement servi à mettre des bâtons dans les roues de l'autre composante de la majorité? Non, pas du tout. Le câble a été un symptôme. Ça a été un revirement quand même à 180 degrés. Oui, ça a été un symptôme de cette absence de vision sur les déplacements. C'est-à-dire qu'il y avait un plan de déplacement urbain qui avait été voté de plus d'1 milliard d'euros d'investissement. Et donc le câble représentait 5% de l'investissement global du plan de déplacement urbain. Bon, on arrête tout, il ne reste plus que ça. Évidemment, est-ce que c'était le projet prioritaire? Non. En plus, vous avez vu le projet d'urbanisme des Portes du Vercors qui s'est planté, donc cette capacité à s'adapter, c'est dommage. C'est dommage, mais il y a eu une sorte d'acharnement. Maintenant, c'est derrière. Bon, il faut regarder vers l'avenir. Mais quand on regarde vers l'avenir, on se dit quelle est la prolongation de la ligne E
qui arrive de Saint-Égrève, du Fontanil, et qui devrait continuer à s'enquiller sur Jean Jaurès, Libération, Cours Saint-André, dans cette prolongation. Il y a le projet Lady Guerre du FCG, il y a un vrai besoin sur cet axe qui est absolument magnifique. Il n'y a pas de vision. Bon, voilà, le nombre de lignes qui étaient censées passer de 5 à 8 en 2023, il n'y a pas eu. La gratuité du week-end et pour les personnes les plus vulnérables économiquement, qui était même dans la déclaration de candidature du président Ferrari, il n'y a pas eu non plus. C'est évidemment dommage. En plus, c'est frustrant parce qu'on voit d'autres territoires avancer plus vite. Donc, c'est d'autant plus frustrant de voir que Grenoble, historiquement, avait quand même une avance en matière de transport en commun. Et puis maintenant, voir que nous, on ralentit. Et puis voir les autres qui font, tiens, gratuité du week-end à Nantes, gratuité tout court à Montpellier. Bon, il se passe beaucoup de choses partout. Gratuité pour les 10% les plus vulnérables à Lyon. Et puis nous, on patauge encore. La gratuité, on l'a fait, mais que pour les Grenoblois, pour les personnes les plus vulnérables, sur des fonds municipaux, alors que c'est une compétence métropolitaine. C'est dommage. J'espère que l'équipe post-2026 arrivera à retrouver un projet fédérateur pour la métropole. La métropole, elle a besoin d'avoir un projet fédérateur. Le projet fédérateur, ça ne peut pas être juste le siège de la métropole, ça ne marche pas. Vous auriez pu sortir de cette majorité qui n'est pas vraiment de gauche, comme vous le dites. Margot Belair estimait que c'était une politique de droite conservatrice il y a quelques semaines dans la presse. Pourquoi ne pas avoir clarifié les choses? Au moins, ça aurait été plus simple à comprendre pour les gens qui suivent les méandres de la politique. Les gens, ils nous ont élus pour qu'on se batte. Pour qu'on se batte pour notre projet. Nous sommes la ville-centre, la métropole de Grenoble. Voilà, vous pouvez enlever un donut, le cœur de la métropole, mais ça n'a plus de sens. C'est la métropole de Grenoble. Elle ne peut pas se faire sur le dos de Grenoble. Elle se fait sur le dos de Grenoble aujourd'hui, mais c'est pas bon. C'est bon pour personne, en fait. Même pour ceux qui sont à l'extérieur de Grenoble, ça n'est pas bon. Donc moi, je considère que les gens, ils nous ont élus. Ils ont voté pour nous. Si vous regardez même le résultat le plus lisible électoralement, qui est celui des régionales, où on était à marée basse avec la réélection de Laurent Wauquiez, clairement, sur les 49 communes, c'est un vote majoritairement écologiste et de gauche, avec une prééminence des écologistes à l'intérieur de ce périmètre. Donc, nous n'avons pas de raison de dire puisque finalement, ils ont fait des magouilles et des alliances bizarres pour nous prendre le pouvoir, on boude et on s'en va. Non, on est là. Les gens, ils nous ont élus pour qu'on porte des projets. On les porte. C'est pas drôle tous les jours, c'est frustrant, mais nous le faisons. Il n'y a pas de raison qu'on parte. Nous avons été. La légitimité démocratique, elle est là. Donc il n'y a pas de raison qu'on disparaisse de la photo sous prétexte que le vent est mauvais. Voilà. Votre influence, en tout cas, des écologistes a baissé à la métropole. Vous êtes passé de 39 élus au début du mandat à 30, à plus d'un quart de baisse. C'est significatif. Oui, c'est toujours plus que dans le mandat précédent. Oui, oui. Mais la dynamique n'est pas bonne. La dynamique, elle n'est pas bonne parce que cette alliance, on ne se refait pas. Enfin, le symptôme. Nulle part ailleurs, il existe un endroit où quelqu'un s'affranchit d'une primaire ou de l'équilibre politique à l'intérieur d'une majorité pour aller se faire élire avec le reste du Conseil. Même en interne, ça marche pas. Certains des membres de votre groupe ont décidé de partir. Ça crée des tensions. Du coup, ça crée évidemment des tensions. Parce que la tension, c'est quoi? C'est est-ce que nous devons continuer? Est-ce que pour protéger en fait les habitantes et les habitants, nous devons continuer à faire des projets ambitieux, se donner les moyens de faire des projets ambitieux, en se disant que c'est bon pour tout de suite et que c'est bon pour l'avenir. Voilà. Et puis il y a un autre discours qui est de dire « Ouh les gars, on a déjà fait beaucoup de choses là, donc plan, les gens ils n'ont plus trop envie de changement, donc allons-y petit à petit ». Je pense que ce chemin-là, qui est un chemin conservateur de fait, est un chemin qui fragilise nos habitantes et nos habitants, qui fragilise la métropole parce que c'est une métropole pionnière. Là, nous avons un accord avec Christophe Ferrari, nous le disons tous les deux. Nous sommes dans une histoire pionnière dont nous avons reçu les termes et que nous cherchons à transmettre aux générations d'après. Donc, je ne crois pas que avancer plan, ça fonctionne. Je ne crois pas que ce soit bon, ni pour tout de suite, ni pour ce que l'énergie que ça donne au territoire, ni pour l'avenir, parce que nous avons besoin de nous adapter. Et ce qui est intéressant, c'est que s'adapter et atténuer le changement climatique, c'est généralement les mêmes choses. Ça améliore la vie tout de suite. Sur une politique du logement très ambitieuse, c'est vivre mieux en été. La moitié des gens ne partent pas en vacances. Donc les canicules l'été, on était à 3 jours pendant les 2 dernières décennies.
les scientifiques nous annoncent 43 jours en 2050, passer de 3 à 43, sachant que 3, c'est déjà pas notre ressenti, on a l'impression d'être beaucoup plus que cela. Nous avons besoin de logements isolés, nous avons besoin de nous affranchir du gaz. Vous voyez, on avait une stratégie de sortie du gaz en 2014, tout le monde rigolait. Quand est arrivée la guerre entre l'Ukraine et la Russie, on s'est dit, peut-être quand même qu'ils anticipent, c'est pas totalement absurde ce qu'ils font. Voilà. Bon, dans l'optique d'une nouvelle élection à la tête de la métropole en 2026, vous avez décidé de réduire, comme la loi vous le permet, le nombre de conseillers métropolitains, qui était de 119, qui va passer à... Mais dans le cadre de la loi, point. Oui, vous remettez l'inverse. Il y avait une dérogation pour l'augmenter, on se dit cette dérogation n'a rien amené, donc revenons à la loi. Bon, il y a 9 communes qui avaient jusqu'à maintenant 2 élus, Clé, Domaine, Gières, La Tronche, Saint-Martin-le-Vinou, Cessin, Vars, Vif et Vizy. Je ne les ai pas oubliés, on voit les maires de ces communes. Mais à l'époque, c'est vous qui aviez milité pour cette répartition un peu différente, que vous estimiez plus représentative du poids réel des communes, et puis qui permettait aussi de tendre un peu plus vers la parité. On a du mal à comprendre le retour en arrière, même si vous êtes dans votre droit. On a constaté que c'est un échec. On a constaté que c'est un échec, donc revenons à la loi. Ça n'a pas détendu. Par exemple. Oui, mais plus de femmes, là c'est d'abord ces gens qui font des conférences de presse, il n'y a que des hommes sur les photos, donc c'est quand même un peu du foutage de gueule. On a un problème, c'est que des maires hommes et qu'on a moins de maires femmes, donc ça veut dire que les choses ne progressent pas. Il y a moins de maires femmes que dans le mandat précédent, et que en plus, parmi ces maires femmes, il y en a 5 qui laissent leur siège à la métro à un homme. Donc en fait, ça déconne plein tube. Voilà, donc nous le disons, il n'y a pas de raison de ne pas revenir à la loi. Ce n'est pas une question d'équilibre politique, puisque la répartition de ces 9 sièges est à peu près correctement répartie. Donc il y en a chez nous, il y en a qui sont avec les socialistes et ex-socialistes, il y en a qui sont dans les petites communes. Enfin bon, c'est à peu près réparti, il y en a qui sont à droite. Donc ce n'est pas une question d'équilibre politique. C'est juste une question de dire, nous constatons que ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas détendu le fait que la métropole Grenoble dise « Ok, en fait, on va faire moins que notre poids. Ok, on rabat un peu, tant pis, on fait moins que notre poids. » Ça n'a pas détendu. Quand on a discuté de la dotation de solidarité communale, les communes comme Jarry, Pont-de-Clé, qui touchent 20 fois par habitant ce que touche la ville de Grenoble, n'ont pas dit « Ok, tiens, on fait un effort de convergence ». C'est pas passé comme ça. Donc Grenoble et Chirolles continuent d'être pénalisés par cette histoire. Ayant en tête que juste sur la dotation sociale de communautaire, de solidarité, une ville comme Pont-de-Clé touche plus que la taxe foncière par habitant de Grenoble. Par habitant. Juste ce qui est le transfert métropole-commune est plus important que ce que la ville de Grenoble collecte comme taxe foncière, qui est pourtant élevée, tout le monde le sait, et nous l'assumons. Bon, si tout à l'heure je vous demandais si vous aviez hâte de quitter le fauteuil de maire de Grenoble, c'est que c'est un poste très exposé aux critiques. C'est pas vous qui allez me contredire là-dessus. J'ai l'impression que c'est monté d'un cran ces derniers mois, notamment avec toutes les questions autour de la sécurité. Est-ce que c'est votre sentiment également ? Non. Non ? Vous n'avez pas l'impression d'être plus critiqué qu'il y a quelques années ? Non. Bon. Non, j'avais repris d'ailleurs, parce que maintenant j'ai un certain nombre de collègues, maires également de préfecture. Nous avons gagné un tiers des écologistes, un tiers des 20 plus grandes villes de France. Lyon, Bordeaux notamment. Lyon, Bordeaux, Poitiers, Besançon, Tours, Strasbourg. On avait gagné également Marseille, mais voilà, les choses ont changé quelques mois après. Je ne vais pas revenir là-dessus. C'est un sombre épisode. Mais donc eux, ils se retrouvent exposés à ça. Et je leur dis, oulala, vous avez tous l'impression d'être dans l'œil du cyclone. Je leur ai renvoyé les articles de 2019-2020. Les articles de la presse locale, qui faisaient parfois des premières pages sur des faits divers pas très réjouissants, les articles de la presse nationale. On avait des séries d'articles sur les problèmes de sécurité à Grenoble. Bon, il y a toujours eu ces séries d'articles dans la presse nationale, mais c'était focalisé au moment des élections. Donc je n'ai pas plus l'impression que ça. C'est sûr que les années passant, le contexte général politique, c'est aussi le fait des stratégies de Bolloré et autres milliardaires qui ont maintenant des logiques conservatrices dans les médias. Donc le climat général politique, on va dire, est devenu plus virulent. Mais personnellement, je n'ai pas l'impression d'être plus sous le feu des projecteurs qu'avant. Je l'ai été à plein de moments, souvent dans des circonstances pas drôles. Je l'ai été aussi pour des projets importants. Quand on est passé aux 30 km/h, c'est une baisse de 30% des blessés sur la métropole de Grenoble.
Donc voilà, on se dit, là, nous étions la première grande ville à prendre cette décision. D'ailleurs, c'était tout le bassin, ça montre que c'est très consensuel. C'était 90% des communes de la métropole qui ont décidé cela. Ça a des conséquences directes pour la sécurité de nos concitoyens, une baisse de 30% des blessés sur la métropole. Nous avons été exposés quand on a décidé d'arrêter la publicité. Là aussi, on s'est dit, tiens, nous pouvons regagner du pouvoir de décision politique, regagner du pouvoir de vie. Donc nous avons été exposés à plein de moments, bon, évidemment la question du Burkini et bien d'autres, donc voilà, on prend ce qui vient, hein, il faut tracer la route malgré cette espèce de marée. Bon, ces faits divers pas très réjouissants que vous évoquez, il y en a eu pas mal quand même ces derniers mois à Grenoble. Il y a eu le meurtre d'un agent municipal, Lilian Dejean, en septembre. Il y a eu la mort d'un garçon de 15 ans d'une balle dans la tête sur un point de deal dans le quartier Hoche en octobre. Des fusillades sur la place Saint-Bruno au milieu de la population. Et puis plus récemment, sont les images qu'on voit, l'attaque à la grenade d'un bar associatif au village olympique, et puis l'incendie volontaire à la voiture bélier de la bibliothèque du quartier Mistral au Clair. Est-ce que vous convenez qu'il y a quand même un problème particulier de sécurité à Grenoble par rapport à d'autres villes de taille similaire ? Oui, enfin, là, nous vivons un épisode depuis 9, peut-être même 18 mois, un épisode lourd de guerre commerciale, mais qui est une guerre commerciale qui se déroule avec des armes, qui se déroule avec des gens de plus en plus jeunes et de plus en plus fracassés. Hein. Ce jeune de 15 ans qui est mort de façon tragique à Auch était suivi par la police judiciaire de la jeunesse. Hein. Il était en foyer, il a fugué, il se retrouve... C'est absolument terrible de voir cette jeunesse qui se retrouve comme ça au tapis. Donc assurément, aussi parce qu'il y a des sorties de prison, des affaires de 2007-2008, il y avait eu 10 morts dans le territoire grenoblois, donc tout ça a des rebonds, il y a des guerres familiales, des vendettas à n'en plus finir, une déstructuration de certains lieux. Et donc évidemment, nous vivons un épisode en ce moment qui est extrêmement intense. Mais de fait, c'est aussi parce que nous sommes là, si on dézoome, je crois que la France est en échec sur le narcotrafic. Ces dernières semaines, il y a eu, le jour de la grenade, un mort à Clermont, la veille, un mort à Toulouse, un mort à Nice dans le week-end, un mort à Givors dans la banlieue de Lyon, un mort en banlieue parisienne. Donc cet échec est majeur et patent, et nous continuons de le dire, même si nous sommes pleinement intégrés, je le redis, dans le continuum de sécurité ici, et même si c'est pas parce que je propose un référendum sur la légalisation du cannabis, c'est pas parce que je dis attention, on est en train de lutter, mais il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de transparence sur les moyens de la police qui sont mis. Hein. Le ministre m'a promis, Retailleau m'a promis de donner la transparence sur les chiffres des policiers, les chiffres de la police judiciaire. Donc j'attends ces chiffres avec impatience. Nous le demandons, nous, à France Urbaine, l'association des maires des grandes villes, depuis très longtemps. Il n'y a pas de transparence sur les moyens. Et puis, nos dirigeants, c'est ce que j'ai proposé de façon un peu provocatrice, mais pas que. Nos dirigeants, je pense pour beaucoup, sont aussi concernés par cette consommation de drogue qui est un symptôme de notre société. Hein, donc dans les ministères, au Parlement, évidemment qu'il y a une incohérence et un échec qui n'est pas reconnu en matière de santé, en matière de sécurité, en matière d'usage de nos policiers, qui ne sont plus gardiens de la paix. Parce que ce n'est plus qu'une police d'intervention. Là aussi, ce n'est pas moi qui le dis, le procureur disait que ce n'est plus qu'une police d'intervention. Ils ne sont plus en patrouille au milieu de la population pour sécuriser. Or, c'est là qu'on les attend. Ils font un métier très difficile. On les envoie au conflit, mais on les envoie écoper la mer. Et ils ont un métier de confrontation avec les dealers qui est extrêmement délicat, douloureux, exposé, qui demande beaucoup de sang-froid et beaucoup d'engagement. Vous évoquez Bruno Retailleau, il est venu à Grenoble il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur, rencontrer les élus, dont vous, mais aussi les habitants, notamment ceux de la place Saint-Bruno. Petit extrait de la visite du ministre au cœur de Grenoble. Moi, j'habite sur le Courbéria. Je peux vous dire qu'on est gangréné en fait, par le trafic. Alors j'espère, je vois monsieur le maire, j'espère que vous avez trouvé un accord justement pour qu'il y ait plus de vidéoprotection, qu'il y ait des effectifs aussi de police, d'effectifs de police nationale et de police municipale. Parce que je peux vous dire que ça a un impact vraiment au quotidien. Sur notre sommeil, sur notre façon, sur notre capacité à sortir aussi, parce que sur nos familles. Sur notre famille, on a peur de sortir, de se prendre une balle. Les collégiens peuvent pas, sont quelquefois coincés à l'intérieur du collège. C'est déjà arrivé parce qu'il y avait des tirs sur la place.
Alors, est-ce que vous avez trouvé un accord avec Bruno Retailleau pour rassurer ces habitants inquiets? Bon, alors là, les habitants, c'est Hakim Anessib, ancien élu socialiste de l'équipe d'Esto, et qui était là. C'était un hasard ou Oui, sûrement. Là, elle était représentante des habitants à Place Saint-Bruno. Il y a quelques mois, elle était représentante des habitants au village olympique. Oui, donc elle est représentante de beaucoup d'habitants. Voilà. Donc, on ne peut pas lui enlever le fait qu'elle est grenobloise et qu'elle s'intéresse au sujet. Non, je dis juste qu'il ne faut pas mettre de cache-nez. En fait, quand on a des ambitions politiques, on fait de la politique, on n'est pas représentant des habitants dans un quartier, puis dans un autre, représentant des habitants partout. Bon, ça fait sourire, mais c'est pas ça le sujet, parce qu'il y a un collectif elle porte qui s'est monté. peut-être la parole d'autres habitants qui sont peut-être ils n'ont pas besoin d'elle pour porter la ministre. parole, en fait, parce qu'il y a un collectif à Saint-Bruno qui est très construit, très constructif aussi, sur une situation qui est très compliquée depuis maintenant longtemps. Nous étions encore, il y a quelques mois, avec le préfet et le procureur en réunion publique à Saint-Bruno, et il s'en est tenu d'autres avec des adjoints plus récemment. Donc il y a un point noir du deal qui est là, qui effectivement est inquiétant. Hein. Le collège qui est à côté, un de mes enfants y était. Je suis voisin de cette place à quelques centaines de mètres, et donc c'est un lieu que je fréquente aussi, et dont nous voyons la difficulté. Nous avons une bibliothèque là qui va réouvrir au mois de juin. Elle est en ce moment au magasin pendant les travaux, au centre d'art contemporain. Et évidemment, il y a des difficultés. Voilà. Bon. La visite de Retailleau, du ministre, Bruno Retailleau, elle est extrêmement décevante là-dedans. Il a dit, je vais annoncer une nouvelle doctrine. Bon, la doctrine, c'est quoi? C'est démanteler les réseaux, sécuriser l'espace public, s'attaquer à l'argent sale. OK. Donc avant, M. Darmanin, M. Valls, M. Sarkozy, ils n'avaient pas pensé à faire ça. Quels moyens? Aucune transparence. Donc là, il m'a dit, on va donner les chiffres. Très bien, ben, j'attends. Ça fait de nombreuses années que nous attendons ces chiffres. Pour nous, maires, c'est compliqué, parce qu'on passe notre vie. Bon, on m'a promis, j'ai vécu 7 ministres de l'Intérieur. Imaginez, 7 ministres de l'Intérieur, ils m'ont promis environ 200 policiers. Où sont-ils? On a tous l'impression, nous les maires de grandes villes, de se les piquer les uns les autres, hein, puisqu'on se roule tous par terre pour dire nous voulons plus de policiers. Nous pensons qu'il y a un déficit d'effectifs par rapport à 2002, l'époque de Sarkozy. Donc je pense qu'en réalité, ce discours ultra-répressif, il est totalement hypocrite puisqu'il n'y a pas les moyens mis derrière. Il est en échec déjà sur le fond, parce qu'on ne traite pas les questions de santé. Et en plus, il est hypocrite parce qu'il n'y a pas les moyens derrière. Et là, il vient nous annoncer 16 policiers. Bon, voilà, je les mets dans ma collecte. Celui qui m'en a promis le plus, c'est Gérard Collomb. Il avait fait son dernier déplacement avant de démissionner à Grenoble. Il nous avait promis 68 policiers supplémentaires. Monsieur Cazeneuve, une trentaine. Monsieur Castaner, une vingtaine. Monsieur Darmanin, je ne sais plus combien, une trentaine aussi. Bon, voilà, ils promettent beaucoup. Ils ne montrent jamais, puisqu'en fait, ils ne donnent pas les chiffres. Là, il y a un scandale. Le gars, il vient. L'échange était courtois. Hein, je l'ai vu en tête à tête. Bon, voilà, c'était assez courtois. Il vient annoncer 16 policiers. Après coup, en fait, on découvre que sur les 16, il y en a 13, c'est pour la chasse aux immigrés. Police de l'air et des frontières. Pour la chasse aux immigrés. Donc là, c'est vraiment, vraiment indécent. On ne peut pas venir proposer une stratégie qui est la stratégie qui est conduite depuis toujours, qui est en échec. À Grenoble, mais qui est en échec à Lyon, à Nice, au Havre, qui est un des grands ports d'entrée, à Marseille, évidemment. Marseille, ils se réjouissent cette année d'avoir moitié moins de morts que l'année d'avant. Mais le procureur dit, c'est juste parce qu'il y a un gang qui a gagné sur l'autre, donc là, il n'y a que 24 morts au lieu de 50, parce qu'il y a une équipe qui a gagné. On va continuer combien de temps comme ça? Combien de temps comme ça? 5 millions de fumeurs réguliers de cannabis, 1 million qui ont essayé la coke. Maintenant, il y a les gaz et les poufs, la nouvelle drogue qu'utilisent les collégiens et lycéens, hein, qui fument moins de cannabis, mais qui maintenant fument des drogues dans les cigarettes électroniques. On va continuer combien de temps comme ça à essayer d'écoper la mer à la petite cuillère? Quand est-ce qu'on a une politique de prévention sur la santé? Monsieur Retailleau disait, ça ne marche pas la légalisation. Regardez les cigarettes, il y a à peu près, on estime à 20% le nombre de cigarettes de contrebande. Donc il propose quoi? La prohibition pour les cigarettes? Puisqu'il dit que ça ne marche pas, la légalisation des cigarettes, il propose quoi? La légalisation? S'il trouve que ça ne marche pas, ça veut dire qu'il devrait faire la prohibition des cigarettes aussi. Bon, il faut essayer de prendre un peu de hauteur et d'avoir un vrai débat sur quelle lutte contre le narcotrafic. Nous avions écrit une tribune transpartisane avec des maires de droite, des maires de gauche, des maires écologistes à l'automne 2023. Nous demandons un changement de pied. Voilà.
précédente émission, c'est l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, qui était l'invitée du QG à votre place, comme c'est la tradition dans cette émission. Je lui ai demandé de vous poser une question, et c'est justement sur le thème de la sécurité qu'elle a voulu vous interpeller. On l'écoute. On a évoqué tout à l'heure les histoires de narcotrafic et d'insécurité. Et comme je vous l'ai dit, moi, j'appartiens à la gauche et je considère que la gauche est exigeante sur les questions de sécurité. Et ma question à Éric Piolle sera simplement, est-ce que l'exigence en la matière, ça consisterait pas à provoquer, comme l'a d'ailleurs suggéré un des élus de ce territoire, Stéphane Djemani, des états généraux sur la question de la sécurité. Je pense qu'il est temps de se remettre autour d'une table, y compris avec l'État évidemment, qu'on ne peut pas continuer cette confrontation permanente entre ces deux niveaux de pouvoir public et qu'il faut travailler ensemble à trouver des réponses à cette situation gravissime. Est-ce que vous pourriez vous mettre autour de la table avec... C'est ce que nous faisons. Je crois qu'il y a une certaine... je ne sais pas si c'est une paresse intellectuelle, mais à avancer ces objets-là. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit, des assises, je demande un référendum sur la légalisation du cannabis. Donc je demande un débat national sur un échec qui est national. Ce n'est pas que à Grenoble, c'est partout en France que nous avons un problème avec la drogue. À l'échelle locale, ce travail de coordination, il existe. La coordination police municipale, police nationale, elle passe d'ailleurs par une convention de coopération opérationnelle. Nous avons des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Nous agissons en matière de prévention. Nous agissons avec une cellule jeunes mineurs pour étudier les cas de jeunes qui sont décrochés du système scolaire. Donc ce travail-là existe au quotidien, dans le cadre de la loi qui est celui-là. Je pense que ce cadre est un échec, mais il n'empêche que tant que c'est le cadre, nous agissons au quotidien dans ce cadre-là. Donc oui, effectivement, il faut un débat en France pour éviter que nous continuions à répéter toujours la même stratégie en espérant que tout d'un coup, elle ne produise pas les mêmes effets. Ici, nous sommes un territoire scientifique. On a une petite culture qui nous dit qu'à répéter toujours les mêmes actions, a priori, nous aurons toujours les mêmes conséquences. Donc, changeons de pied. Là, nous sommes en échec. Ça continue de faire que nous agissons dans ce cadre actuel. Malgré les difficultés, nous continuons à avancer. Il y a des périodes qui sont plus calmes, mais on ne se dit pas que c'est réjouissant. Quand nous avons vécu une période de 3-4 ans, je pense que c'était la première depuis que j'habite Grenoble, sans décès sur la commune, sans décès lié à la drogue sur la commune, on ne s'est pas dit « youpi, c'est le fruit de notre travail ». On se dit « ça se trouve, c'est tellement gangréné que ça ne bouge plus ». Comme il y a en ce moment une domination de certains qui fait qu'il n'y a plus de règlement de compte. Ou bien il y en a quelques-uns qui sont en prison, puis ils vont ressortir et ça va recommencer à parpiner dans tous les coins. Il y a une évolution quand même qui est inquiétante dans ce jusqu'au boutisme du néolibéralisme dans la drogue maintenant, dans sa structure internationale. Il suit les mêmes logiques d'évasion fiscale que l'évasion fiscale des cols blancs. Il suit du blanchiment d'argent qui vient pourrir des commerces et mettre la pression sur des commerces. Ce n'est pas que des volontaires magouilleurs, c'est aussi des gens qui subissent cette pression. Il a des conséquences aujourd'hui parce que c'est des jeunes, là on a franchi une étape depuis le Covid, qui est que c'est même plus les jeunes d'un quartier qui contrôlent le deal dans le quartier, c'est même plus qu'ils contrôlent dans un autre quartier, c'est même plus qu'ils font dans d'autres villes. Il y a une exploitation vraiment d'humains et d'ailleurs aussi de migrants qui sont sans solution par ailleurs, avec du coup des personnes de plus en plus fracassées et un changement que nous avons vu et qui est inquiétant pour nous, inquiétante pour la population, qui est que les règlements de compte, c'est plus à minuit sur un parking sombre dont vous n'avez jamais entendu parler. Ça peut être à Auch, à Saint-Bruno, à des horaires à 10h, 17h. Je voyais à Nîmes cette affaire qui a fait beaucoup de bruit avec cette mère de famille qui a eu une balle dans son appui-tête alors qu'elle sortait de l'école avec ses 3 enfants. C'est maintenant dans les heures parce que ceux qui font ça, cette lutte commerciale de bas étage mais qui se fait à coups de Kalachnikov, se fait avec des gens fracassés. Bon. Est-ce qu'on continue à faire pareil en attendant que la loi change? Oui, on continue. Donc nous continuons de coopérer avec la police, nous continuons de faire des actions de prévention et nous continuons d'avoir une police municipale qui, elle, est gardienne de la paix, est connue, reconnue et assure la sécurité, la tranquillité publique dans les rues de Grenoble.
police municipale qui reste désarmée, ça vous qui est armée, elle est armée. Oui. Ne dites pas ça, elle est armée d'armements qui sont utiles à ses missions. Pistolet à impulsion électrique, bombe lacrymo, bâton télescopique. Voilà, ça c'est plutôt une question d'employeur, c'est pas une question de sécurité. Hein. Les armées ou pas ne fait pas plus peur aux dealers. Vous voyez comment ils se bastonnent avec les flics à Mistral. Malheureusement, ça ne fait peur à personne. Donc c'est une question d'employeur et de quels outils de légitime défense on leur donne en fonction de leur mission. C'est un symbole aussi, l'armement de la police municipale. Le maire écologiste de Bordeaux, Pierre Urmic, a annoncé en décembre qu'il allait armer sa police municipale face à l'augmentation des crimes et délits. Alors, armement classique. Hein. Dans le même temps, Grégory Doucet, lui, le maire écologiste de Lyon, a finalement décidé de renforcer son réseau de vidéosurveillance, alors qu'il était plutôt réticent comme vous ces dernières années. Est-ce que vous comprenez leur changement de cap? Ils ont écouté leur population, ils sont... Ça permet de sortir du débat. On va dire, d'aller là-dessus. De dire, bon, finalement, voilà, on n'y arrive pas, donc au moins je vais faire comme tout le monde, vous arrêterez de me poser la question tout le temps. Moi, j'avais 10 ans, 10 ans qu'on me posait mes questions. OK, Nice, ils sont armés, est-ce que ça marche mieux? Monsieur Estrosi, il avait fait le fanfaron vraiment dans une circonstance absolument terrible, après les attentats à Paris, en disant, chez moi, ça ne pourrait pas arriver. Bon, est arrivé le 14 juillet 2016 et toute la France, dont moi, était à ses côtés pour pleurer les morts de la promenade des Anglais. Donc il faut arrêter tout cela. Le changement de pied, je peux le comprendre parce que ça permet d'évacuer le débat. Voilà, on parle d'autre chose. Je peux le comprendre en tant qu'employeur aussi, parce que moi, c'est ma conviction d'employeur que nos agents sont mieux voilà, pour assurer leur mission avec l'armement qui correspond à leur mission. Mais d'autres peuvent considérer autre chose. Bon, je n'ai pas de jugement à avoir là-dessus. Sur les caméras de vidéosurveillance, je rappelle qu'il y en a 6 par kilomètre carré à Grenoble, ce qui est déjà beaucoup. On a augmenté ce parc de plus de 50%, mine de rien, au cours du mandat. Donc ce que nous disons, c'est que la vidéosurveillance ne sert à rien pour la dissuasion, ne sert à rien pour l'intervention, peut servir un petit peu pour l'élucidation des grosses affaires, pas pour la sécurité qui vous intéresse, vous et moi, pour votre téléphone portable, votre sac, etc., hein, ou le vol roulotte, de fracturation de votre voiture, malheureusement, mais pour les grosses affaires. Mais que ça devrait être porté par la justice. Et nous le faisons avec pragmatisme. Donc les endroits où les études scientifiques disent que ça sert, c'est-à-dire les lieux fermés, nous en mettons. Et j'en ai mis aussi en tant que président d'Actis, il y en a à la mairie, mais il y en a dans les bâtiments publics. Il y en a, quand j'étais président d'Actis, nous en mettions dans les halls d'immeubles, nous en mettons dans les transports en commun. Quand c'était Yann Mongaburu qui était aux manettes, nous en avons mis dans les bus et les transports en commun. Donc nous les mettons là où les études scientifiques disent que ça marche, et le reste, nous disons, ça ne marche pas. Donc on en met, mais plus pour la régulation publique, parce que c'est plus comment on gère les flux. Voilà. Donc il faut assumer, je crois, dans les moments de tempête, hein, il faut assumer et continuer à porter les questions de fond avec pragmatisme. Les drones qui tournent autour de la place Saint-Bruno, qui ont été autorisés par la préfecture là, ces derniers jours, vous y êtes favorable? Ça peut être un outil. Après, il faut être attentif aux libertés publiques. Ne pas oublier que les questions de sécurité, celles qui occupent les médias, c'est effectivement le narcotrafic, mais c'est quoi, une centaine de morts en France par an, hein, sur à peu près 1000 homicides, un peu moins de 1000 homicides, que l'essentiel des violences sont intrafamiliales, sont dans l'espace privé. Donc avec ce discours qui est de dire « je vous surveille, mais tant que vous êtes innocent, finalement, il n'y a pas de problème, et puis si jamais il y a un problème, on regardera les images », nous pourrions aussi dire, surveillons-nous dans l'espace privé, puisque c'est là qu'il y a l'essentiel des violences, c'est là qu'il y a l'essentiel des viols, c'est là qu'il y a l'essentiel des cas d'inceste. Et puis là aussi, si vous êtes innocent, voilà, les images ne sont même pas stockées, donc il n'y a pas de problème. Si jamais vous êtes mis en cause, on pourra aller voir la réalité des faits. Faisons attention. Liberté, sécurité, généralement, on lâche la liberté et c'est pas pour ça qu'on a la sécurité. En tout cas, il y en a un qui surfe en ce moment sur les problématiques de narcotrafic et les questions de sécurité à Grenoble. C'est Alain Carignon, le leader de l'opposition municipale, qui pourrait bien réussir enfin à unir le centre et la droite contre vous, ou grâce à vous, je ne sais pas comment je peux le dire. Est-ce que vous êtes conscient que vous le remettez un peu au centre du jeu? Non, d'abord, ça fait plus de 20 ans qu'il revient. Il faut rappeler son histoire. C'est le maire corrompu. Il a toujours d'ailleurs le record pour les élus en termes de passage derrière les barreaux. Et dès qu'il a retrouvé ses droits,
En 2002, il a cherché à revenir en politique. Donc ça fait maintenant 23 ans d'échecs. Le score le plus bas de la droite. Il était marginalisé ces dernières années. Il n'est pas marginalisé. Ça fait déjà 2 ans que les Républicains l'ont adoubé. En 2014, Mathieu Chamussi s'était battu contre Alain Carignan. En 2020... Déjà, voilà, j'ai vu quelques élus de droite qui sont venus faire un tour de piste, qui sont rentrés. Là, maintenant, il a déjà été adoubé. Moi, ce que je trouve pathétique, lui, il vit sa vie. Enfin, je veux dire, voilà, je rappelle qu'il n'a pas eu à rendre, hein, dans les jugements ne l'ont pas condamné à rendre l'argent hein, dont le tribunal disait lui-même qu'il avait bénéficié. 19 millions de francs sur les affaires pour lesquelles il y a eu un jugement. Et on peut penser que c'était que la partie émergée de l'iceberg. Donc lui, c'est sa vie, il fait ce qu'il veut. Pour moi, il est nuisible au débat public. Voilà. Je suis pour la réhabilitation, mais pas dans le champ politique, quand on a nuit comme ça au champ politique. Je n'ai pas à vous rappeler ses colistiers. Ils sont 3 hommes qui avaient été élus avec lui. Les 3 ont défrayé la chronique judiciaire ces dernières années. Donc les pratiques n'ont pas changé, y compris maintenant. Voilà. Donc je pense que pour le débat public, il devrait se réhabiliter ailleurs. Ce n'est pas son choix, il a 75 ans, il continue, bon, c'est sa vie, et c'est la vie des Républicains. Moi je trouve ça dommage, mais c'est comme ça. Ce que je trouve pathétique, c'est que les macronistes, qui ne sont pas des centristes, je le rappelle, il n'y a plus de centre en France, hein. Maintenant il y a un bloc néolibéral qui s'est radicalisé. On a vu les propos de M. Attal, hein, le chef des macronistes, qui dit ce tract absolument délirant, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu machin. Enfin, le gars qui est venu nous expliquer que maintenant, là, au printemps, on aurait un RER. Hein. Il est tellement déconnecté qu'il pense que juste sa parole suffit. Nous allons tous les quarts d'heure, là, nous pouvons circuler à Domaine. Hein. C'est M. Attal qui l'a dit il y a 1 an. Je trouve ça pathétique qu'il y ait cette alliance assumée avec M. Carignan, le maire corrompu. Mais ça aussi, c'est leur choix, leur dérive, c'est leur vie. Même des anciens soutiens de vous se rapprochent de lui. Je prends Pierre Pavie, qui est un restaurateur emblématique de Grenoble, qui vous soutenez, qui fait maintenant partie Pierre, du soutien de... Pierre, franchement, c'est plutôt un copain. Voilà, on a passé plein de temps ensemble. Il avait milité pour vous. Il milite pour tout le monde. Pierre, 2014. c'est un commerçant d'abord. Donc, il soutenait aussi Olivier Véran en 2017. Je veux dire, il n'y a personne qui a pensé qu'il était derrière nous. C'est un copain. Ça n'empêche pas le conflit. Moi, l'intérêt général et l'intérêt public passent avant. Donc nous avons un conflit sur le 5, son restaurant. Il y a un procès en cours. C'est ça qui l'a poussé dans les bras. Et après, voilà, il décide de travailler avec Carignan. Là aussi, c'est ses choix. C'est pas un politicien. Hein. Un retour d'Alain Carignan à la mairie de Grenoble en 2026, l'an prochain, ça vous paraît une hypothèse possible? Ubuesque, impossible? Ubuesque, d'abord, on ne sait pas si à la fin il sera candidat. Hein, faisons attention, nous sommes à 1 an des élections. Donc rien ne dit qu'il sera candidat à la fin. Et c'est ce que je dis aussi à tous ceux qui s'engagent aujourd'hui dans ce grand mouvement de gauche écologiste et citoyen. Ne pensez pas que le jeu politique est figé. Voilà. Ça peut bouger, nous sommes encore loin des élections, premièrement. Et d'autre part, je crois que les Grenoblois ont montré dans leur histoire qu'ils n'avaient pas oublié le maire corrompu et que pour eux, ça voulait dire quelque chose. Voilà. Donc... le paramètre, on ne sait pas. On ne sait pas s'il y aura une liste du RN. Il y en avait une en 2014. Il n'y en avait pas en 2020 puisque la leader était partie chez les Patriotes. Voilà, tout ça va continuer à prospérer. Mais moi, je ne me préoccupe pas des oppositions. On regarde qu'est-ce que nous proposons, nous. Quelle est la dynamique collective qui va derrière déboucher sur une incarnation avec une tête de liste qui sera une femme. Et c'est réjouissant, et une équipe derrière. Bon, vous dites qu'il peut encore se passer beaucoup de choses, vous avez raison. En juin dernier, sur les images qu'on a vues, le Canard enchaîné a publié les accusations d'un de vos anciens collaborateurs, Enzo Le Sourd, qui vous reproche d'avoir mis en place en 2016 un deal pour augmenter la rémunération de votre première adjointe de l'époque, Elisa Martin, qui aurait touché 400 € par mois en liquide pendant plus de 3 ans de la poche de ce collaborateur. La justice s'est saisie de ces déclarations pour ouvrir une enquête. Enzo Le Sourd a été entendu il y a quelques mois sur le régime de la garde à vue. Elisa Martin bénéficie pour l'instant de l'immunité parlementaire. Est-ce que vous avez été entendu par la justice sur ce dossier? Non.
Moi, je me suis réjoui que d'abord il y ait une ouverture d'une enquête. Pourquoi ? Parce que c'était un terrain, c'est un ring politique. C'était à 3 jours des européennes. Voilà, 3 jours des européennes, les écologistes étaient plutôt mal, à 5 dans les sondages. Donc il y avait toutes les conditions qui étaient réunies pour que le parti me dise là on te met en suspens, on verra quand le jugement aura lieu. Faites des tuiles, 7 ans. Donc imaginez un peu les conséquences potentielles. Donc le parti a résisté à ça, ça veut dire que le parti a mûri, d'une part. Il y a derrière l'avocat qu'il a choisi, ce collaborateur, c'est l'avocat de Depardieu. Ça dit quelque chose dans la période. Donc voilà, je ne sais pas qui finance ce monsieur. Est-ce qu'il fait ça pour un trophée de chasse? Est-ce qu'il fait financer par des amis qui me veulent du bien? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je n'irai pas dans ce ring médiatique. Le chemin, c'est la justice. Les auditions ont commencé très rapidement, dès le mois d'août. C'est réjouissant que la justice aille vite. Ça ne bouge plus trop ces derniers temps. Bon, voilà, on va attendre. Là aussi, je suis un justiciable comme les autres, je l'ai toujours dit. Et je crois en la justice, une idée de la justice, et au fait que les élus ne sont pas au-dessus de monsieur et madame tout le monde, que dans leur train de vie, il s'applique. C'est pour ça que j'ai publié ma déclaration d'intérêt et mon patrimoine, y compris celui de ma famille et de mes enfants, etc. Je crois que c'est important que dans notre train de vie, sur les déplacements, sur les restaurants, tout ça, on a divisé par 3 ou 4, par 4 les déplacements, tous les frais autour des élus. On a baissé nos indemnités. Tout ça, c'est important pour la vie publique et je continue à porter cela. Et donc, voilà, je crois que il y aura, j'espère, des auditions et l'immunité d'Elisa Martin, je ne crois pas que ce soit son état d'esprit. Son état d'esprit, c'est d'être disponible pour la justice. La semaine dernière, le réseau Éducation sans frontières, auquel vous avez appartenu avant... J'ai même créé en 2004-2005, vous voyez, ça fait fort longtemps dans ma vie de parent d'élève. C'était mon premier engagement local. Ouais. Ce réseau a profité du début des vacances de février pour alerter une nouvelle fois sur la situation de certaines familles sans logement qui trouvent refuge dans les écoles grenobloises. Ça fait 3 ans que cette situation perdure. L'occupation de ces écoles, elle se fait avec votre accord. Comment vous vous positionnez sur ce coup de force d'une association? Notre accord, d'un point de vue juridique, s'il se passe quelque chose, c'est moi qui suis mis en cause. Je me réjouis qu'il y ait suffisamment d'état d'esprit, de fraternité et de solidarité à Grenoble pour que des parents d'élèves ne laissent pas des enfants à la rue. La situation est grave en matière de logement en général, mais également en matière d'hébergement d'urgence, où l'Isère est moins doté que le Rhône, moins doté que le Puy-de-Dôme en nombre de places par habitant. Donc c'est un problème, je l'évoque avec chaque ministre du Logement. Et le Centre communal d'action sociale est l'adresse administrative de 4000 personnes à Grenoble. Ça veut dire qu'il y a 4000 personnes qui n'ont pas d'autre adresse à donner. Ça veut dire qu'ils vivent dans des squats, qui vivent à la rue, qui vivent dans leur voiture, qui vivent chez des tiers de façon précaire qui tournent, dont 200 enfants. Quelle image donnons-nous à nos enfants de notre société quand on ne peut pas leur mettre un toit digne sur la tête? Donc moi, je crois effectivement que ce mouvement de solidarité, il est très fort. Et en la matière, j'ai évoqué encore avec la ministre du Logement, la nouvelle ministre du Logement, Valérie Létard, il y a quelques semaines de cela, avec qui j'avais un rendez-vous, je crois qu'il est indigne d'avoir des enfants à la rue. Le président de la République, en 2017, avait dit « 0 SDF ». Dès fin 2017. Bon, on est 8 ans plus tard, c'est 200 enfants qui vivent dans des conditions extrêmement précaires à Grenoble. Donc qu'ils trouvent un peu d'humanité dans leur école, qu'ils trouvent des enseignants, des parents qui soient dans cette solidarité. Pour moi, qui effectivement était au début du réseau Éducation sans frontières en 2004-2005, qui suis encore en contact avec des familles que j'ai aidées, que nous avons aidées à ce moment-là, c'est extrêmement fort symboliquement. Et nous ne devons jamais lâcher ce combat pour la dignité, jamais. Donc nous demandons à l'État, effectivement, des conditions d'hébergement dignes, c'est sa responsabilité.
Nous faisons en dehors de notre champ de compétences, la ville de Grenoble dépense environ 2 millions d'euros pour l'hébergement d'urgence. Ça ne relève pas de sa responsabilité, mais nous avons des logements que nous pouvons mettre à disposition, nous l'avons fait. Nous avons créé le village du Rondeau pour montrer qu'il pouvait y avoir des choses qui permettent une vie digne à un coût raisonnable pour la collectivité ou pour le public en général. Nous soutenons les associations, nous avons fait un recours avec l'Association nationale des territoires, des villes et territoires accueillants que nous avons fondée en 2018 avec Grande-Synthe. C'était Grenoble et Grande-Synthe. Maintenant, il y a une petite centaine de collectivités qui adhèrent à ce réseau. Nous avons fait un recours aussi au tribunal pour dire à l'État, voilà, les dépenses que nous avons, en fait, c'est vos dépenses. Normalement, vous devez assumer votre rôle. Et donc, cette grosse dizaine d'écoles où il y a des enfants aujourd'hui, c'est à la fois pour moi le symptôme d'une société qui pourtant n'a jamais été aussi riche. Il y a des inégalités de plus en plus grandes, mais la France, je le rappelle, n'a jamais été aussi riche. Et donc la question, c'est vraiment la question des inégalités. Ce n'est pas une question de richesse globale. Nous avons tous et toutes de quoi vivre dignement et de pouvoir construire notre vie avec des imaginaires différents, mais de pouvoir construire notre vie. Donc bravo pour cette solidarité et nous continuerons d'être à leur côté pour que l'État assume sa charge et pour que nous soyons à la hauteur dans la mesure de ce que nous pouvons faire. Bon, pourtant, il y a des milliers de mètres carrés de locaux vides à Grenoble, notamment des bureaux d'entreprise. C'était la FNAIM qui révélait ça il y a quelques jours. Pourquoi la ville n'applique pas la délibération que vous avez fait voter en 2022 pour réquisitionner justement ces locaux vacants ? Parce qu'en réalité, dans le cadre juridique actuel, nous n'avons pas de fenêtre juridique pour le faire. Donc c'est une des choses que je discute avec chaque ministre du logement. Cette réquisition oui, mais peut-être qu'on va y venir quand même. Mais aujourd'hui, les responsabilités qui sont dévolues aux communes ne permettent pas ces réquisitions. Ces réquisitions, elles doivent être lancées par la préfecture. Donc nous continuons à essayer de faire changer la loi. Vendredi dernier, je rassemblais les parlementaires, députés et sénateurs du bassin grenoblois, ceux du NFP bien sûr, et on discutait justement de ce sujet, comment faire changer la loi pour que les communes aient un pouvoir de réquisition. Réquisition, ça ne veut pas dire qu'on prend et puis c'est comme ça, au propriétaire, ça veut dire qu'on prend contre un loyer. Payé par la commune, dans ce cas-là. Payé par la commune, payé par l'action publique, puisqu'en réalité, ça devrait être par l'État. Mais en l'occurrence, si nous pouvions le faire, ça serait payé par la commune. Donc nous avons ce travail-là à faire. Nous gardons en tête que avoir des gens dans la rue alors qu'il y a des bureaux vides, il y a une initiative d'ailleurs qui a été lancée sur Grenoble aussi, qui fait partie de ce Bureau du Cœur, qui fait partie de cette initiative nationale pour accueillir dans des bureaux, je le dis, là peut-être d'autres entreprises seront intéressées, accueillir de façon temporaire des personnes à la rue. Ça fonctionne bien, j'ai des copains qui font ça dans d'autres communes, ça fonctionne très bien, donc j'espère que ça va se développer. Nous avons besoin de montrer cette solidarité concrète et c'est une insulte à notre fraternité commune d'avoir des gens à la rue. Donc nous devons avancer là-dessus et trouver le moyen juridique, effectivement, de ne pas laisser des logements vides alors qu'il y a des personnes à la rue, c'est aberrant. On va finir cette émission avec Piolle par un symbole. Je ne sais pas si c'est le symbole de Grenoble, mais il en fait partie, c'est la Tour Perret. Ça fait partie des investissements importants de votre deuxième mandat. On la voit là en travaux. 15,5 millions d'euros pour la rendre de nouveau accessible au public. Est-ce que d'ailleurs, comme beaucoup de chantiers, le budget a explosé ces derniers temps ? Non, il n'a pas explosé. On avait courageusement, je crois, décidé lors du premier appel d'offres de ne pas suivre les offres que nous avions parce qu'elles excédaient de beaucoup le budget. Nous avons préféré prendre un an de retard plutôt que d'accepter ce budget. Donc là, nous sommes dans les clous. C'est un projet emblématique. Je parlais tout à l'heure de transmission. Voilà. Là, nous avons reçu de générations précédentes cette tour qui a un siècle cette année, qui était la tour pour observer les montagnes, parce qu'à l'époque, je rappelle, c'est 1925, il n'y avait pas encore les congés payés, et donc le maire de l'époque, M. Mistral, avait fait cette tour dans l'exposition de la Houille Blanche et du tourisme, pour que les ouvriers puissent voir les montagnes, là, depuis sa tour Perret. Elle est extraordinaire, elle est monument historique, elle est fermée depuis 1960,
Il y a un côté scientifique. Il y a eu 2 ans de chantier scientifique pour trouver la manière de réhabiliter les bétons. Et ça va servir pour la tour, mais ça va servir dans plein d'autres rénovations des bétons, puisque notamment à Grenoble, grâce au ciment Vicat, mais un peu partout en France, le béton a eu une expansion. Et donc, les enjeux de réhabilitation vont être là. Donc, c'est une contribution aussi à la science. Il y a un projet aussi pour les enfants autour. On réutilise les matériaux pour faire une grande aire de jeu pour les enfants. Et il y a la Fondation du patrimoine qui nous soutient. Il y a des entreprises qui sont mécènes et d'autres peuvent nous rejoindre. Il y a des habitants. Vous pouvez contribuer parce que cette transmission, ça marchera. Plus ça va aller, plus ça va marcher à l'approche de l'ouverture. Mais c'est intéressant de s'approprier notre histoire. C'était la même idée avec la Journée des Tuiles, qui est les prémices de la Révolution française, 1788, qui était dans les livres d'histoire il n'y a pas si longtemps, et dont les Grenoblois avaient oublié l'existence. Donc nous réapproprier notre histoire pour nous projeter vers l'avenir, c'est essentiel. C'est un peu ce que nous faisons là dans ce chantier emblématique. Le patrimoine, c'est important. On l'a fait aussi avec d'autres choses qui sont peut-être moins clinquantes, mais tous les arrêtés de réhabilitation qu'on fait pour les immeubles, qui sont obligés de ravaler les façades, les arrêtés de ravalement, c'est ça qui a permis d'enjoliver, par exemple, la place Victor Hugo, où il y a des ravalements qui changent la tête de nos places noires. Maintenant, on retrouve la couleur d'origine. Donc, cette transmission du patrimoine, pour moi, c'est extrêmement important. Vous aurez l'occasion de l'inaugurer en tant que maire de Grenoble, cette tour Perret, ou ça va être juste au niveau technique ? A priori, en tout cas, on aura l'occasion, a priori, d'y monter post-chantier. Est-ce que tout sera prêt pour accueillir le grand public en mode déjà réouverture? Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous aurons l'occasion d'y monter post-chantier à coup sûr. Et ça sera aussi un beau symbole de transmission qui continue avec la Ligue de protection des oiseaux, qui continue d'être un observatoire pour nos montagnes, qui sont aussi un patrimoine naturel extraordinaire et qui, elles aussi, vivent des changements extrêmement lourds, qui vont rester très belles, mais clairement, ça change et ça fait une petite pointe de nostalgie pour le montagnard que je suis et pour les Grenobloises et les Grenoblois. Bon, l'aménagement de la ville de demain, ça sera aussi au cœur des discussions de la Biennale des villes en transition, du 10 au 17 mai, un événement où on phosphore vers les pistes de développement futures. Oui, voilà, c'est comment on vient croiser, on a tous des caractères différents et des imaginaires différents, mais combien on vient croiser ces imaginaires pour faire société, une mythologie commune qui nous permette d'avancer. Il y aura la conférence de Jean Jouzel et celle de Fatima Wassak, nos parrains et marraines. Il y aura des temps grand public, il y a des temps pour les professionnels aussi. J'accueillerai des maires avec le bureau de France Urbaine qui sera là. Il y a énormément d'événements à la fois culturels, à la fois de journées d'études aussi sur la libération. Il y aura une journée de colloque autour de la libération, 44-45, 2024-2025, et après, de quoi voulons-nous nous libérer aujourd'hui? Donc croiser le regard de l'histoire et l'avenir. Il y aura des temps avec l'école du vélo, avec des espaces de jeu, avec de l'éducation, parce que l'éducation, c'est majeur, et dans cette période, nous devons faire reculer l'obscurantisme et tout ce qui va avec. Donc, beaucoup aussi de travaux autour des scientifiques du GIEC. Bref, un super programme du 10 au 18 mai. Ouais. Alors, la Biennale des villes en transition, on aura l'occasion d'en reparler évidemment sur l'antenne de Télé Grenoble. J'ai une dernière question avant que vous en posiez une à notre prochain invité. C'est vos stages en immersion. On vous a croisé certains en novembre sur le marché de Laval, à Beldon, en train de vendre des fromages de chèvre. C'était bien vous? Alors, pas des fromages de chèvre, des fromages de vache. J'étais dans un super GAEC, effectivement, pendant 3 semaines comme ouvrier agricole. Et donc, j'ai fait la traite à 7h du matin et puis des livraisons, des marchés, des fromages, des yaourts. Je continue d'en manger avec plaisir. Et effectivement, je continue ces stages d'immersion. J'ai été en EHPAD comme auxiliaire de vie. J'ai été en crèche. J'ai été balayeur, la propreté urbaine. D'ailleurs, beaucoup au milieu du deal, mais avec des équipes extraordinaires qui ont envie. Et puis là, dans cette ferme, je serai d'ailleurs au Salon d'agriculture ce vendredi. Là. Et oui, c'est immersif. C'est un autre rapport au travail. 3 semaines, c'est à la fois un peu court,
mais d'un autre côté, 3 semaines à temps complet. Bon, ça me laisse encore quelques dizaines d'heures, hein, je vous rassure, nos concitoyens pour être maire à côté, puisque mon volume de travail est relativement conséquent. Mais c'est vraiment une rencontre, du coup, un apprentissage aussi, et puis le plaisir de travailler de son corps et de sa tête en même temps. Maire, c'est beaucoup de la tête, de l'énergie. Et donc, cette reconnexion au corps, pour moi, est essentielle dans la vie professionnelle. J'ai beaucoup de plaisir. Et puis, cette agriculture de montagne, c'est aussi la pure activité. On parlait tout à l'heure du réchauffement et des stations de ski, mais il y a beaucoup de purs actifs qui sont à la fois paysans, on en parle notamment à l'Alpe du Grand Serre, mais c'est aussi le cas dans Beldonne, paysans et qui travaillent dans les stations de ski, moniteurs, avec une agriculture qui est très loin des tenants, de ceux qui tiennent la parole des agriculteurs. Ces grands céréaliers qui, en fait, vivent, sont des industriels, en fait. Ces usines à production de viande, là, nous avons encore de l'élevage on sortait les vaches. Il y a vraiment un rapport à la condition animale qui est réjouissant, un respect de la vie et du vivant. Et un caractère local. Voilà, tout le monde parle de souveraineté. Macron a commencé son mandat en nous disant qu'il voulait adapter la France à la marche du monde. C'était la grande mondialisation, celle que j'ai vécue, moi, quand je travaillais mes 18 ans dans l'industrie. On nous expliquait qu'on allait faire la France sans usine. Maintenant, il y a un petit revirement sur la souveraineté, le local et tout. Bon, sur l'alimentation, il y a un vrai truc à faire. La souveraineté, c'est d'abord l'alimentation. Si on a un toit sur la tête et de quoi se nourrir, déjà, on a fait un bon petit bout du chemin et en cohérence, ça a beaucoup de sens tout ça. Vous savez où vous allez faire votre prochain stage déjà ? J'ai quelques idées, mais vous savez, j'ai pas envie, je peux être encombrant. Donc je remercie aussi tous ceux qui m'ont accueilli parce que, mine de rien, que ce soit à l'EHPAD, il y a les familles, il y a les kinés, donc tout ça, ça se sait assez rapidement. À la crèche, pareil. Quand on est maire de Grenoble et qu'on vend du fromage sur un marché. Dans l'espace public, quand je nettoyais les rues, et mon but n'est pas d'être encombrant, et mon but n'est pas de faire de la com non plus là-dessus. C'est de partager du temps, donc je n'ai pas envie de gêner ceux qui vont m'accueillir. Bon, c'est un maire qu'on recevra dans la prochaine émission, un maire d'une ville importante de l'agglomération, Saint-Martin-d'Air, qui talonne... Du département même, du département. C'est la deuxième ville du département. Exactement, elle talonne Grenoble au classement des villes iséroises, même s'il y a une petite différence quand même de population. Ouais. Je vous laisse regarder la caméra en face de vous, Éric Piolle, et de poser donc une question à David Kéros. Cher David, cher maire de Saint-Martin-d'Air, deuxième ville du département, deuxième ville du coup naturellement de la métropole. J'ai dit publiquement que je ne serais pas la personne idéale pour l'après-Ferrari à la métropole de Grenoble. Donc, que pensez-vous, quelle qualité doit avoir la prochaine ou le prochain président ou présidente de notre métropole pour redonner un élan et un projet fédérateur ? Merci. Éric Piolle, d'être venu dans le QG. On a un peu dépassé le timing, mais bon, vous êtes le maire de Grenoble. On a beaucoup de sujets à aborder avec vous. Et puis, bon courage pour ces 12 derniers mois qui vous attendent à la tête de la capitale des Alpes. Merci beaucoup. Toujours autant d'enthousiasme.